Merci. Alors, je ne sais pas s'il faut que je remercie les organisateurs de m'avoir confié cette lourde tâche de faire une conférence grand public. C'est toujours extrêmement difficile et donc j'espère communiquer quelques idées qui me semblent importantes. Et donc, effectivement, c'est un peu bizarre peut-être d'avoir un physicien qui vous parle d'économie, mais c'est quelque chose qui m'intéresse depuis plusieurs années. Et vous savez peut-être que donc cette session est une session de physique statistique où les gens s'intéressent en particulier à ce qu'on appelle la physique des verres. Donc des verres sont des liquides qui n'arrivent plus à couler. Et curieusement, on est toujours en train de débattre pourquoi un verre ne coule pas. En tout cas, quand il est suffisamment froid, il s'arrête de couler. Et un certain nombre de méthodes utilisées pour comprendre pourquoi un verre ne coule pas se trouve être très général. C'est ce qu'on appelle la simulation numérique. Et je parlerai de l'avenir de l'économie, justement, en utilisant des méthodes de physique statistique. Donc c'est un peu le but, c'est pour vous montrer que les méthodes qui sont développées dans une communauté peuvent être utilisées dans d'autres. Alors, je vais commencer par une introduction qui va peut-être vous surprendre, mais un très grand nombre de cracks financiers ou de crises économiques apparaissent sans cause plausible véritable. Donc, par exemple, ce que j'ai montré ici en haut, c'est le crack de 1929, qui est un crack spectaculaire, où la bourse américaine, après avoir beaucoup monté, s'effondre et perd un quart de sa valeur en une seule journée, et ensuite perd 90% de sa valeur au cours des 5 années qui viennent. Et en fait, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle ce jour-là, la bourse s'est effondrée. Elle a décidé de s'effondrer un peu toute seule. Et la même chose s'est passée en 1987. Alors il y a d'autres cracks peut-être un peu moins connus. Par exemple, en 1962, hein, le 28 mai, tout d'un coup, la bourse se casse la figure de 10%, puis rebondit. On ne sait pas très bien pourquoi. Pareil, le 10 mai 2010, même dynamique, à l'intérieur de la journée, une perte d'à peu près 10% avant de rebondir. Et puis, quand on regarde de longues séries financières, comme je le fais quotidiennement, on se rend compte que la bourse, ça bouge tout le temps et ça bouge sans réelle raison la majorité du temps. Alors ça a été discuté par des économistes déjà, mais c'est vraiment un fait empirique simple qui est que, bien sûr, de temps en temps, il y a une vraie raison pour laquelle les bourses bougent beaucoup, mais dans un très grand nombre de cas, on n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi ça s'est passé. Et puis alors c'est la même chose, les économies dans leur ensemble, par exemple la grande économie américaine, fluctue énormément. Le PIB, le produit national brut ou le produit intérieur brut, fluctue année après année d'une façon qui est difficile à comprendre parce qu'il n'y a rien de fondamental qui permet d'expliquer pourquoi ça bouge autant. Et en particulier, la crise de 2008, dont vous vous souvenez sûrement, et que j'ai un peu illustré ici parce que ça va apparaître important dans ma discussion tout à l'heure. Ce que j'ai représenté en rouge ici, c'est une espèce de jauge de méfiance des banques entre elles. Donc les banques se prêtent de l'argent, vous savez, elles ont besoin de liquidités, et il y a donc un indicateur qui indique à quel point les banques acceptent facilement de se prêter de l'argent. Et tout d'un coup, en octobre 2008, cet indice explose et le marché interbancaire se gèle. Plus personne ne fait confiance à plus personne. Et la raison de ça, c'est effectivement la faillite de Lehman. Mais si on essaye de remonter à la raison pour laquelle Lehman a fait faillite, et donc on parle de la crise des subprimes, en réalité, la crise de subprime, c'est un tout petit caillou dans la chaussure de l'économie américaine qui n'aurait pas dû conduire à une telle crise mondiale. Donc, l'économie semble être en prise à une agitation spontanée qu'on dit endogène, parce qu'elle semble venir du système lui-même et ne pas être causée par un choc extérieur. Alors bien sûr, la crise qu'on vit actuellement, la crise du Covid, on voit, là, dans ce cas-là, il y a une vraie raison qu'on comprend, qui est un virus qui nous embête, mais dans beaucoup de cas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Or, la théorie économique a une vision très étrange de ce qui se passe dans l'économie. C'est une vision qui est un peu représentée par cette bille dans un bol. Si on laisse le système tranquille, la bille va finir au fond du bol, l'équilibre économique. Pardon. Et puis ce qui se passe, c'est qu'à cause, dans cette théorie
traditionnelle économique, ce qui se passe, c'est qu'on a des chocs donc exogènes, extérieurs au système économique lui-même, qui agitent le bol, et du coup, la bille fluctue sans arrêt autour de l'équilibre, mais elle revient toujours vers ce même équilibre. Donc, une autre image, c'est le cheval à bascule. Effectivement, on oscille autour d'un équilibre bien défini. Donc les économistes sont assez, en quelque sorte, optimistes. C'est pour ça que j'ai mis tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les marchés financiers sont supposés être efficients. Ça veut dire que les prix des actions reflètent vraiment la valeur fondamentale des entreprises, et donc on peut s'y fier. Et les économies fluctuent un peu parce qu'il se passe des choses dans le monde, il y a des innovations, des catastrophes naturelles, le Covid. Mais s'il n'y avait pas ces chocs, eh ben, l'économie se retrouverait au fond de son bol et tout se passerait bien. Il n'y aurait rien à redire. Et alors, il y a un certain nombre d'économistes qui pensent vraiment que c'est comme ça que ça se passe dans le monde. Alors, j'ai mis des citations en anglais ici, mais je vais les traduire. J'ai voulu garder la citation originale. Donc, par exemple, Eugène Fama, qui est donc en prix Nobel en 2013, dit en 2010, après donc l'avènement de la crise de 2008, que les prix dans les marchés financiers, donc en 2008, ont commencé à baisser avant que les gens se rendent compte qu'il y avait une récession. Et il dit, c'est exactement ce à quoi vous vous attendez pour des marchés efficients, puisque les marchés efficients sont censés tout savoir, sont censés connaître l'avenir en quelque sorte. Et donc, l'idée de ces économistes, c'est qu'en quelque sorte, on peut se fier au marché pour avoir une vision sur l'avenir. Vous voyez, c'est un renversement complet de la logique. On pense tous que, en fait, les marchés se sont cassés la figure et que ça a entraîné une récession. Non, lui, il dit, les marchés se sont cassés la figure parce qu'ils savaient, en quelque sorte, il y avait une espèce de dieu du marché qui savait qu'il y aurait une récession dans les années à venir. Et puis un autre prix Nobel d'économie, Robert Lucas, dit en 2003, la macroéconomie a gagné, la science économique a gagné. Le problème central de prévention des dépressions économiques a été résolu une fois pour toutes. Donc évidemment, ça c'est 2003 et 2008, 5 ans plus tard, on sait ce qui s'est passé. Alors, il y a d'autres personnes, effectivement, qui ne partagent pas cet optimisme sur la théorie économique classique. Et en particulier, Barack Obama, quand il prend le pouvoir en janvier 2009, dans son adresse inaugurale, exprime son incompréhension. Parce que, comme je vous ai dit, en 2008, on ne comprend pas très bien pourquoi ça s'est cassé la figure. Et alors il dit, mais nos ouvriers ne sont pas moins productifs qu'avant la crise, nos esprits ne sont pas moins inventifs, les biens et les services ne sont pas moins nécessaires qu'ils l'étaient à la semaine avant la crise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qui est matériel semble avoir persisté, et pourtant, la situation avait complètement changé. Et ce qui a complètement changé en l'espace de quelques jours, c'est la confiance collective dans le système. Mais ce n'est pas matériel, la confiance collective. Or, cet aspect confiance, il n'existe pas vraiment dans les modèles économiques utilisés. Et puis Jean-Claude Trichet, en 2010, donc Jean-Claude Trichet qui était donc patron de la Banque Centrale Européenne et qui a donc vécu en direct la crise de 2008 et qui avait en charge de faire quelque chose, dit « Les modèles à ma disposition n'ont pas été capables de prédire la crise et semblaient incapables d'expliquer ce qui était en train de se passer. En face de la crise, nous sommes sentis abandonnés par les modèles traditionnels. » Alors, donc, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que donc, la physique statistique s'intéresse au collectif, et que le collectif, ce n'est pas un ensemble d'individus, c'est différent d'un ensemble d'individus. Il peut se passer des choses au niveau collectif qui n'existent pas au niveau des individus. Et par exemple, cette chute de la confiance collective qui s'est produite extrêmement rapidement. Rien n'a été détruit, rien de matériel n'a été détruit. C'est quelque chose justement d'éminemment collectif et qu'on essaye de comprendre en physique statistique. Alors, j'ai reproduit ici quelques images qui essayent de vous faire sentir la différence entre un ensemble d'individus et un effet collectif. Donc ici, on a un petit dessin qui montre des petits poissons qui s'agrègent pour faire une forme de gros poisson et qui font fuir le gros poisson. Ici, donc, on a une image de vol des tourneaux dans le ciel de Rome, et vous voyez, c'est extraordinaire, ils arrivent à
ces étourneaux arrivent à se synchroniser d'une certaine façon pour faire une forme globale qui ressemble en fait à un grand oiseau qui éventuellement peut impressionner un faucon qui voudrait les attaquer. Et puis ici, on a une représentation alors qui n'est pas très bonne parce que ce qui est impressionnant, c'est la dynamique. Ce sont des lucioles, ce sont des milliers de lucioles qui flashent en même temps, qui arrivent à se synchroniser sur parfois des kilomètres et des kilomètres. Et donc, on a un espèce d'effet collectif qui apparaît, qui est le scintillement synchronisé de ces lucioles. Et alors, donc, l'idée clé qui a été exprimée par un prix Nobel de physique, cette fois-ci, Phil Anderson, en 1972, dans un article qui s'appelle More is different, donc plus est différent, le collectif est différent, pas nécessairement supérieur à la somme des individus, mais simplement différent. Et donc, il explique que le comportement de grandes assemblées d'individus en interaction, alors en fait, il parlait de physique, donc il parlait de particules, de molécules et pas d'individus, mais là, je le transcris déjà dans un contexte plus économique. Donc, le comportement de grandes assemblées d'individus ne peut pas être compris à partir d'individus isolés. Au contraire, des comportements complètement nouveaux et souvent surprenants peuvent apparaître et leur compréhension nécessite des nouvelles idées et des nouvelles méthodes. Et donc c'est un petit peu ça ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, c'est que la physique statistique a beaucoup réfléchi à cette apparition du collectif et donc peut fournir des méthodes ou des idées qui éventuellement permettent de comprendre des phénomènes aussi incompréhensibles et aussi spontanés et aussi rapides que l'effondrement de la confiance en 2008. Alors je ne vais peut-être pas lire cette citation dans son ensemble, mais c'est donc un livre d'un physicien qui s'appelle Strogatz, qui réfléchit à ces phénomènes de synchronisation de lucioles et qui raconte un peu l'histoire de la découverte de ce phénomène de scintillation collective, où il dit que des voyageurs occidentaux se rendant en Asie du Sud-Est revenaient avec des histoires incroyables de milliers de lucioles qui s'étalaient sur des kilomètres et qui arrivaient à flasher en même temps. Et donc pendant très longtemps, curieusement, ce phénomène auquel on n'est pas habitué si on l'a jamais vu, mais qui est quand même finalement très naturel, des lucioles, ce phénomène a mis beaucoup de temps à être compris, et c'est ce qu'il explique plus loin dans son introduction. Il dit que les gens se sont dit qu'il y a peut-être un chef d'orchestre qui permet à ces lucioles de se synchroniser. Et en fait, la compréhension de la synchronisation du flash des lucioles est un modèle, est une théorie qui est relativement récente, qui date de la fin des années 60. Donc pour comprendre ce phénomène, il a fallu attendre des dizaines d'années. Et il explique un petit peu dans son livre, c'est assez amusant, des théories complètement farfelues qui ont été proposées pour expliquer ce scintillement collectif. Alors ici, je montre d'autres effets collectifs qui sont peut-être plus proches de ceux qu'on veut comprendre aujourd'hui. Par exemple, la hola dans les stades. Donc, vous avez tous vu ce phénomène où, de façon collective, après quelques essais, une vague se propage dans un stade. Et donc, des centaines d'individus arrivent à se synchroniser pour faire quelque chose. Et puis, évidemment, les émeutes où le comportement de foule peut être très, très différent du comportement d'individus. D'ailleurs, quand on interroge des gens qui ont participé à des événements collectifs comme des émeutes ou par exemple, des viols collectifs ou des choses terribles comme ça, en fait, ils vous expliquent qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, qu'ils ont été pris dans une foule et qu'ils ont perdu finalement leur individualité. Alors ici, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Monty Python qui s'appelle La vie de Brian. Donc c'est une image sortie de ce film. Donc Brian se met à sa fenêtre le matin et voit cette foule de gens qui veulent le suivre. Et alors il leur dit mais vous n'avez pas besoin de me suivre, vous n'avez pas besoin de suivre qui que ce soit. Il faut que vous pensiez par vous-même. Vous êtes tous des individus. Et la foule répond nous sommes tous des individus. Et Brian leur dit vous êtes tous différents. Et la foule répond oui, nous sommes tous différents. Et puis il y a un petit gars dans la foule qui dit pas moi. Voilà, puis alors évidemment, ici j'ai représenté des images
de l'Allemagne nazie, où on voit effectivement que le collectif, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. Alors, je vous ai montré ces effets collectifs, mais les modèles classiques en économie remplacent le collectif, remplacent la foule par un agent représentatif, ce qu'on appelle un agent représentatif, c'est-à-dire un individu unique qui est censé rassembler les propriétés de cette foule. Mais cet agent représentatif, il a des propriétés extrêmement particulières. C'est un agent qui est rationnel, qui calcule en permanence l'optimum de son intérêt, et donc il ne peut pas être pris de folie collective puisqu'il est tout seul. Et donc la vraie question, pour aller au-delà de ces modèles classiques, qui donc simplifient le problème à l'extrême, mais à un tel extrême qu'on perd ces événements tout à fait spectaculaires dont je viens de parler, eh bien, il faut essayer d'aller au-delà. Il faut, au lieu de décrire toute la société par un seul agent, toute l'économie par une seule firme, et puis évidemment ça simplifie beaucoup la description, ben, il faut essayer justement de réintroduire des agents individuels qui sont hétérogènes, qui sont tous différents, comme disait Brian, qui sont très imparfaitement rationnels. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'à l'échelle individuelle, on n'est pas très fort, mais bon. Et puis surtout, on est en interaction forte, c'est-à-dire que ce que je fais vous influence et ce que vous faites m'influence, et donc peut sortir de ces interactions un effet collectif tout à fait inattendu. Et c'est précisément donc ce que la physique statistique essaye de décrire. Donc ici, ce que j'ai représenté, c'est un iceberg, donc c'est une expérience quotidienne. On sait que l'eau en dessous de 0 degré devient glace. Or, à l'échelle individuelle, les molécules d'eau sont exactement les mêmes dans la glace et dans l'eau. Donc vous voyez un effet très spectaculaire où les molécules d'eau H2O sont exactement les mêmes. Rien ne leur est arrivé quand on passe la transition de liquide-glace. Mais à l'échelle collective, on a un objet qui n'a rien à voir. La glace est blanche et solide, et l'eau est bleue, surtout ici, et liquide. Et donc, on a en physique ce qu'on appelle des transitions de phase. Et ce que j'ai représenté ici, c'est un diagramme, ce qu'on appelle un diagramme des phases, qui est un diagramme classique en physique, où on représente, en fonction de la température et de la pression, dans quel état on peut trouver la matière. Et comme vous le savez, on peut trouver la matière, en tout cas la matière simple, dans 3 états différents, le solide, le liquide et le gaz. Donc, dépendant de la région dans laquelle on se trouve, l'eau peut se trouver dans un de ces 3 états, mais il existe des lignes très bien définies qui séparent le solide du liquide, le liquide du gaz, et en particulier, comme on le sait, à pression ambiante, le liquide devient glace à 0 degré. Et donc, la physique statistique, sa raison d'être, en quelque sorte, depuis son invention au début à la fin du XIXe siècle, c'est justement d'essayer de comprendre ces effets collectifs surprenants à partir de briques élémentaires banales. Mais ces briques élémentaires sont en interaction. Donc les molécules de H2O, elles sont totalement banales, aucun intérêt individuellement. Mais elles interagissent les unes avec les autres, et du coup, cette interaction peut faire apparaître à l'échelle collective des phénomènes aussi extraordinaires que cette séparation entre liquide et gaz, ou entre cette coexistence entre liquide et gaz qu'on voit sur la photo. Et donc il y a un tas de phénomènes physiques dont vous avez peut-être entendu parler, comme le magnétisme, le fait qu'un aimant s'aimante spontanément quand on baisse la température. À haute température, il n'y a pas d'aimantation. À basse température, il apparaît ce qu'on appelle un ordre magnétique, c'est-à-dire que tous les petits aimants élémentaires qui font microscopiquement l'aimant qu'on utilise quotidiennement s'orientent dans la même direction et font qu'un aimant devient magnétique. Puis alors il y a d'autres phénomènes spectaculaires comme la supraconductivité, le fait qu'à basse température, les métaux peuvent conduire le courant sans dissipation, sans chauffer. Même la rigidité, le fait que cette table, je peux m'appuyer dessus sans qu'elle se casse la figure, c'est en fait un effet collectif. Alors on est tellement habitué qu'on n'y pense pas de cette façon, mais c'est vraiment l'apparition d'un ordre collectif à partir d'atomes individuels. Cette table, elle est constituée d'atomes individuels, mais il se trouve qu'au niveau collectif, ces atomes arrivent à se ranger de telle façon qu'on fabrique quelque chose qui résiste. Alors, je vous ai parlé des nuées d'oiseaux, des lucioles, de la hola.
Mais du coup, effectivement, la tentation, c'est d'appliquer ce type d'idée générale à des paniques. Je vais vous montrer une photo de panique bancaire, des retournements d'opinion, des crises qui peuvent être dues justement à ces basculements de confiance extrêmement brutaux. Et alors, ce que la physique statistique nous apprend, donc, c'est que ce n'est pas parce qu'on a compris le microscopique qu'on comprend le macroscopique. C'est deux échelles de description différentes. Et pour revenir à l'économie, eh bien, ce n'est pas parce qu'on a des agents rationnels au niveau élémentaire que le collectif est forcément rationnel. Le collectif peut se conduire de façon totalement irrationnelle, même à partir d'agents rationnels. Et inversement, on peut avoir des agents irrationnels qui, au niveau collectif, se comportent comme les économistes l'imaginent, c'est-à-dire comme un agent représentatif, comme un agent unique qui serait rationnel, comme si cet agent représentatif était rationnel. Donc, c'est vraiment cette flèche sur laquelle la physique statistique réfléchit, c'est le passage entre ce qu'on appelle en physique le microscopique et le macroscopique, et ce qu'on appellerait dans le langage de l'économie de l'agent individuel aux agrégats économiques ou à la macroéconomie. Alors voilà un exemple que je trouve à la fois tragique et très spectaculaire pour vous expliquer comment des effets collectifs peuvent réellement apparaître et faire en sorte que la notion d'individu perd complètement son sens et peut conduire à des effets inimaginables en quelque sorte. Donc vous savez qu'à la Mecque, on a parfois des événements tragiques où la foule se comprime et entraîne des... comment on appelle ça en français? Il y a les mots me viennent en anglais maintenant. Donc, comment on dit stampede? Panique, des paniques, les gens se marchent dessus, en quelque sorte. Voilà, bon. Il y a sûrement un mot meilleur, mais c'est piétinement. Voilà. Merci. Et donc, en fait, ce qui peut se passer à la Mecque, c'est que la foule devient tellement dense que les individus se fondent dans un espèce de milieu, une masse humaine, un milieu élastique, qui fait que le mouvement d'un individu ici se propage et affecte un individu qui est très loin. Vous voyez que si les gens sont suffisamment séparés, ben je peux bouger un petit peu, je vais affecter personne parce qu'il n'y a personne autour de moi. Si on est un peu plus comprimé, je peux bouger un petit peu, peut-être que ça va bousculer 2 ou 3 personnes, mais ça va s'arrêter là. Or, la foule peut devenir tellement dense que le mouvement d'une seule personne peut affecter une personne très très loin. Et ce que ça veut dire, c'est que, exactement comme dans un milieu élastique, on peut avoir propagation d'ondes, des vraies ondes de pression qui se propagent dans ce milieu humain. Et ces ondes peuvent se focaliser et conduire à des étouffements, à des écrasements de personnes qui sont à la fois responsables de la transmission de ces ondes, puisqu'ils sont dans la foule, mais ils n'y peuvent rien. Donc il y a ce collectif qui est apparu, qui transcende les individus et qui fait apparaître des phénomènes tout à fait nouveaux, en particulier donc la propagation d'ondes de pression. Et ici, c'est donc une mesure expérimentale de la pression à la Mecque. Et effectivement, on voit des moments où cette pression devient tellement forte qu'elle brise les individus. Alors, je reviens à mes exemples de physique. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans un aimant? L'interaction fait apparaître justement cette idée d'ordre qui se propage à longue distance. Donc, par exemple, les petits aimants élémentaires dans un aimant interagissent avec leurs voisins, influencent leurs voisins, et si ce qu'on appelle un spin, une petite flèche bleue est vers le haut, les flèches autour vont avoir tendance à se mettre vers le haut aussi, alors que si un spin est vers le bas, les petites flèches vont tendance à s'orienter vers le bas aussi. Et c'est pour ça que quand on est à haute température, ça veut dire que tout est un peu désordonné et ces spins pointent dans n'importe quelle direction. Donc en moyenne, ils ne vont ni vers le haut ni vers le bas. Mais à basse température, on peut faire apparaître ce qu'on appelle donc un ordre magnétique. Et c'est la même idée quand on regarde par exemple les bancs de poissons. Le petit poisson qui est là, il pourrait dire je nage, je ne sais pas très bien dans quelle direction nager, donc je vais nager dans la direction de mon voisin, mais qui lui-même s'oriente grâce à ses propres voisins, mais je suis un de ses voisins. Donc finalement, il y a un aspect autoréférentiel.
qui fait que tout ce banc de poissons est capable, parce que les poissons, j'allais dire les gens, les poissons se regardent les uns les autres, de faire apparaître une direction cohérente de propagation au lieu d'avoir des poissons qui nagent dans tous les sens. Et donc, de façon un peu générale, quand les interactions sont faibles, le comportement collectif est complètement désordonné, alors que quand les interactions deviennent plus fortes, on peut avoir ces effets d'orientation collective, donc de magnétisme ou de bancs de poissons qui se dirigent dans une direction, ou d'autres phénomènes, comme par exemple la confiance collective qui peut apparaître ou disparaître dépendant des conditions. Et alors, effectivement, nous sommes des animaux sociaux, nous interagissons beaucoup les uns avec les autres, et ici je cite Henri Poincaré, qui disait « Quand des hommes sont rapprochés, ils ne décident plus au hasard et indépendamment les uns des autres, ils réagissent les uns sur les autres. Des causes multiples entrent en action, elles troublent les hommes, les entraînent à droite et à gauche, mais il y a une chose qu'elles ne peuvent pas détruire, ce sont leurs habitudes de moutons de Panurge. » Donc c'est vraiment l'idée justement de cette interaction forte entre nous, qui font que ce que vous faites, ce que je disais au début de cet exposé, ce que vous faites m'influence et ce que je fais vous influence. Et donc j'ai quelques exemples ici. Par exemple, c'est locks. C'est cadenas, merci. Ouh là là. C'est cadenas sur le pont des Arts. J'avais la chance de traverser le pont des Arts pour aller travailler à l'époque, et c'est tout à fait spectaculaire ce qui se passe. Il y a quelques personnes qui commencent à mettre, c'est ce qu'on appelle des cadenas d'amour, donc les gens accrochent un cadenas avec leur nom, et en l'espace de 3 semaines, le pont des Arts était couvert de ces cadenas. Donc il y a vraiment un effet où moi aussi je veux faire la même chose. Ici, c'est la courbe du nombre de Stéphanie en fonction du temps. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'en 1965, la petite Stéphanie de Monaco naît, et quelques années plus tard, tout le monde appelle son enfant Stéphanie. Donc il y a un pic en 1973 où on a 23 522 petites Stéphanie qui naissent, puis après, bon, les gens se calment. Donc on a cette espèce d'explosion de nombre de Stéphanie. Ici, c'est une panique bancaire, donc où la rumeur apparaît et suggère qu'une banque va faire faillite. Et donc tous les épargnants se ruent vers la banque pour récupérer leurs avoirs. Mais évidemment, le fait même de voir les autres devant cette banque conduit à renforcer la panique et à faire en sorte que les gens s'y rendent eux-mêmes. Et puis, ce que je vous ai expliqué tout au début, cette courbe qui donne, cette jauge qui mesure le manque de confiance entre les banques, et on est vraiment dans le même cadre. Je n'ai pas confiance en toi parce que tu n'as pas confiance, et tu n'as pas confiance parce que je n'ai pas confiance. Donc c'est un système autoréférentiel qui fait qu'on peut passer d'une confiance collective dans le système bancaire à une absence de confiance sans que rien de matériel ne soit détruit. C'est simplement un sentiment qui se base sur justement ces effets d'imitation et d'interaction entre nous. Alors là, une illustration de ces manques de cette perte de confiance, c'est l'hyperinflation. Quand on perd confiance dans la monnaie, il peut se passer des choses invraisemblables. Donc vous avez tous entendu parler évidemment de l'explosion, enfin de l'inflation, de l'hyperinflation en Allemagne entre 1918 et 1924, où donc la valeur d'un Deutschmark s'effondre et il faut 1000 milliards de Deutschmark pour avoir l'équivalent d'un Deutschmark avant la crise. Ici, j'ai reproduit un vrai billet, c'est un vrai billet de la Banque du Zimbabwe, qui est de 100 000 milliards de dollars. Voilà. Un billet de 100 000 milliards de dollars. Et puis ça, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie un peu, c'est que pendant la Révolution française, la valeur des assignats s'est complètement effondrée entre 1789 et 1796. Donc, on parle peu des conditions économiques pendant la Révolution française, mais c'était sûrement pas très joyeux. Voilà, alors comment est-ce qu'on peut essayer d'aller plus loin et de faire en sorte que les modèles économiques soient plus représentatifs justement du monde dans lequel on est, c'est-à-dire un monde où nous nous imitons et ces effets collectifs peuvent apparaître. Et c'est là que la simulation numérique, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure en vous racontant ce qui se passe ici pendant la journée, c'est-à-dire
des gens qui essayent de comprendre la transition vitreuse à partir de simulations d'atomes ou de molécules, mais comment on pourrait essayer de transposer cette idée à des communautés d'individus. Et alors, j'ai ici une phrase d'un journaliste scientifique qui s'appelle Mark Buchanan et qui a essayé de, de- de défendre l'idée de simulation numérique en économie. C'était juste après la crise de 2008. Donc il a écrit un article et pour une fois je l'ai traduit. Il dit, enfin je l'ai un peu adapté surtout. Il dit la simulation numérique est l'équivalent pour notre imagination du télescope pour notre vision. Elle permet d'entrevoir des signes noirs. Alors vous savez que les signes noirs, c'est cette parabole en quelque sorte de Nassim Taleb où tout le monde n'avait vu que des signes blancs en Europe, donc on ne pouvait pas imaginer l'existence de signes noirs. Donc ce sont des événements qui sont censés être impossibles. Et puis, quand on se rend en Australie, on se rend compte que ces signes noirs existent. Donc c'est l'idée d'événements très rares et très inattendus. Et en fait, ils sont inattendus, mais aussi simplement parce qu'on n'a pas l'imagination pour justement les anticiper. Puis j'ai représenté Galilée et sa lunette. Donc la simulation numérique, c'est vraiment l'équivalent de la lunette de Galilée pour entrevoir des choses qu'on n'arrive pas à imaginer sans l'aide de cette simulation. Et donc, cette simulation numérique, elle est très développée en physique depuis les années 80, disons. Et donc, en physique, on simule des molécules. Chaque molécule individuelle a des règles d'évolution très simples. Et le niveau macroscopique, au contraire, peut montrer des choses non triviales, un peu inattendues. Donc, par exemple, ici, j'ai pris quelques exemples, j'aurais pu en prendre d'autres. Ici, c'est une simulation numérique de ce qui se passe quand on tire sur un matériau pour le fracturer. Et donc, vous ne voyez pas chaque atome individuel, mais il est dans la simulation. Chaque atome on garde en mémoire sa position, sa vitesse, et puis on regarde ce qui se passe en tenant compte bien sûr des interactions entre les atomes. Et puis on voit ici une fracture se propager à l'intérieur du matériau. Et tout ça est complètement fictif, ça n'existe pas, ça n'existe que sur l'ordinateur, mais on arrive à reproduire des faits réels. Ici, c'est une simulation de la foule, c'est justement pour essayer de faire en sorte que à la Mecque, dont j'ai parlé tout à l'heure, les pèlerins puissent sortir de façon plus efficace. Ben, il y a cette idée très bizarre que en mettant un plot, une colonne, devant la porte de sortie, on améliore le flux de sortie. C'est très bizarre parce qu'on a l'impression qu'en mettant un plot devant la porte, ça va plutôt empêcher les gens de sortir. Mais en réalité, s'il n'y a pas de plot et qu'on fait une simulation de gens qui sont pressés de sortir, en réalité, il se forme ce qui se forme aussi dans des silos, c'est-à-dire des espèces de voûtes, de chaînes d'individus qui se bloquent complètement et personne n'arrive à sortir. Alors que si on met un plot central ici, on organise le flux de sortie en quelque sorte, on évite la formation de ces voûtes, enfin j'utilise voûte au sens un peu imagé, et en fait le flux de sortie avec un plot qui en quelque sorte entrave la sortie, au moins de façon naïve, on arrive à améliorer la sortie de cette pièce. Alors à nouveau, ici, ces individus n'existent pas, ils sont simplement mis sur un... C'est comme un jeu, si vous voulez, on met des individus fictifs, on leur donne des règles du jeu réalistes, et puis on fait tourner l'ordinateur qui invente une dynamique, mais cette dynamique peut nous donner des idées pour ce qui se passe en pratique, et en réalité, cette solution marche vraiment, et d'ailleurs, elle a été implémentée à la Mecque. Donc, dans une simulation numérique, chaque individu ou chaque molécule suit des règles très simples, mais le niveau macroscopique, donc le niveau de l'ensemble des individus, peut révéler une dynamique complexe et inattendue. Et le passage, comme j'ai expliqué plusieurs fois, le passage entre microscopique et macroscopique est non trivial, et il faut des outils pour l'anticiper. Alors voilà d'autres exemples. Par exemple, ici, c'est une simulation de piétons dans une station de métro pour essayer de comprendre un peu les flux, réguler les flux. Donc tous ces individus n'existent pas vraiment, mais on imagine que les individus sortent de chez eux entre 7h et 8h avec une courbe en cloche pour déterminer leur heure de sortie. Et puis donc ils arrivent un peu au hasard. Puis il y a certains individus qui marchent lentement, d'autres qui marchent plus vite. On met tout ça dans les règles simples. Il y en a qui peuvent tomber et donc créer un petit encombrement, et puis on fait tourner la machine et on essaie de faire apparaître
des phénomènes qui peuvent se produire à grande échelle et qu'on aurait du mal à imaginer. Puis ici, ça c'est une carte qui montre le transport aérien au niveau mondial, et c'est très utile comme ingrédient de départ pour comprendre comment les épidémies peuvent se transmettre, par exemple. Donc ici, on ferait une simulation numérique où on a des agents, des individus à nouveau qui n'existent pas, qui tombent malades. Une fraction d'entre eux va prendre l'avion, va aller d'un pays à l'autre, va en infecter d'autres, et puis éventuellement venir en Europe, etc. Et donc la simulation numérique pour comprendre la propagation des épidémies est quelque chose qui est évidemment très d'actualité et qui marche relativement bien. Alors je voudrais vous parler d'un modèle qui a été inventé par un économiste qui s'appelle Schelling, et pour vous montrer effectivement ce type de comportement inattendu quand on simule des grandes populations. Alors Schelling a essayé de comprendre pourquoi dans les villes aux États-Unis, on a apparition de ghettos, de ségrégation raciale. Alors que quand on interroge les gens individuellement, ben on se rend compte qu'en fait les gens sont relativement tolérants et que finalement être dans un quartier 50-50, ça ne les dérange pas plus que ça. Et donc Schelling a eu l'idée de faire une simulation numérique, on pourrait dire, où donc chaque agent individuellement préférerait être dans un quartier mélangé. Donc c'est cette fonction-là qui augmente et qui diminue, ça donne la préférence des agents. Donc en fait, ils ne sont pas très contents quand ils sont tout seuls dans le quartier, ils sont à peu près satisfaits quand ils sont en majorité, mais finalement, on met de façon explicite que leur préférence serait d'être dans un quartier très mélangé. Et puis on fait tourner, on leur donne une règle élémentaire qui est que s'ils sont pas contents, ils changent de quartier, ils déménagent. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'à temps long, eh ben, on peut avoir un effet qui est absolument à l'envers de l'intuition, qui serait qu'on a des quartiers bien mélangés. Au contraire, on se retrouve avec spontanément une ségrégation et des quartiers qui sont surreprésentés et d'autres qui sont quasiment vides. Et donc là, on a vraiment un exemple à nouveau du fait que ce qui se passe à l'échelle élémentaire de chaque agent ne ressemble en rien à ce qui se produit à l'échelle macroscopique. Donc c'est ça qui se passe dans ce modèle. Les agents se ségrèguent, mais en quelque sorte à l'issue de leur plein gré. Et ce qui est intéressant, à nouveau par rapport à mon discours, c'est que cet effet peut être parfaitement compris grâce aux outils de la physique statistique. Et on peut comprendre en fait le mécanisme de séparation, d'apparition de réseaux, de quartiers ségrégés, comme de la même façon que la transition liquide-gaz dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est les mêmes outils mathématiques, si vous voulez. Alors pour finir, quelle heure est-il Donc j'ai encore 5 minutes. Ben, c'est parfait. Pour finir, je voudrais vous parler d'un travail qu'on a fait avec deux personnes qui sont dans la salle d'ailleurs, Marco Tarzia et Francesco Zamponi. Ah non, Marco est parti peut-être. Bon. Ah, il a eu un appel. Bon, et un étudiant qui s'appelle Dhruv Sharma, où on a essayé donc de proposer un modèle d'agent, donc comme je l'ai expliqué, des agents, vous, moi, qui faisons des choses, prenons des décisions économiques, pour essayer de comprendre la crise du Covid et en particulier l'impact sur l'économie. Et donc, on a proposé ce modèle d'agent. Je ne vais pas du tout vous expliquer comment il fonctionne, mais ce qui est intéressant, c'est que ce modèle d'agent, il prédit des choses qui pourraient être assez réalistes. Par exemple, ici, ce que vous voyez, c'est donc en fonction du temps, la courbe de chômage ou disons, de consommation, de production de l'économie. Et donc, on part d'un niveau élevé avant la crise. Cette période grisée, c'est la période de confinement, où les gens ne peuvent pas aller travailler et en même temps ne peuvent pas consommer. Donc on a baisse de l'offre et de la demande en même temps. Et ensuite, on réouvre l'économie et on regarde ce qui se passe. Et alors ce que vous voyez, c'est qu'en fonction, par exemple, de la durée pendant laquelle ce confinement a lieu, ou la sévérité avec laquelle cette baisse de production et de consommation apparaît, il y a des configurations où, dès qu'on réouvre l'économie, le niveau revient à son niveau initial. Donc on a ce qu'on appelle
une récession en V, donc on a une chute et puis un retour vers l'équilibre. Mais on peut avoir d'autres cas qui sont simplement différents du premier par l'amplitude de la crise, enfin de la baisse de production et de consommation, du nombre de gens qui ne peuvent pas aller travailler, si vous voulez, où ce qui se passe est complètement différent, où on passe d'un équilibre avant la crise, qui était un équilibre à haute production, à un équilibre qui est de façon permanente, où la production, ou le chômage, si vous voulez, a baissé. Et donc, dépendant de l'amplitude de la crise et dépendant des politiques qu'on applique pour essayer de faire en sorte que les dégâts ne soient pas trop importants, on peut avoir différents types de profils. On peut avoir donc un profil en U, un profil en L, donc le L puisque ensuite on ne remonte jamais, et puis d'autres types de profils si on essaye d'aider l'économie à s'en sortir. Et donc on peut avoir des courbes qu'on appelle en W ou d'autres lettres typographiques. Et là où je veux en venir, c'est que, exactement comme je vous ai montré un diagramme de phase qui sépare le solide, le liquide et le gaz, ici, eh ben on peut tracer un diagramme de phase dans notre économie fictive en fonction de l'amplitude du choc pendant le confinement. Alors ces deux axes représentent la baisse de la consommation et la baisse de la production. Et ce qu'on voit, c'est que exactement de la même façon que dans le problème liquide-gaz, on a une région liquide et une région gaz. Ici, on a une région où la crise n'est pas trop grave parce que le système rebondit tout seul, et puis une région beaucoup plus grande où on a au contraire une courbe en L, où l'économie n'arrive pas à se rétablir toute seule. Et ce qui est frappant, c'est l'existence d'une ligne de transition entre les deux qui est très bien définie. Donc, il ne faut pas s'approcher de cette ligne de transition parce que si on la dépasse, on risque d'avoir des problèmes. Donc, c'est cette analogie très forte avec la physique statistique qu'on voit ici se réaliser. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est à quel point ce type de modèle d'agent, où on a mis donc des agents qui interagissent, et ce type de modèle d'agent est extrêmement différent des modèles classiques d'agents représentatifs, où ce qui se passe dans ces modèles d'agents représentatifs, c'est qu'il n'y a qu'un seul équilibre. Vous vous souvenez, je vous ai montré la bille dans son bol. L'équilibre fondamental, il est toujours le même. Et donc, il y a un choc, c'est le PIB qui s'effondre, mais quoi qu'on fasse, on revient vers l'équilibre. Et donc, vous avez dépendant des modèles, les courbes sont différentes, mais vous voyez qu'à chaque fois, si on attend suffisamment longtemps, dans les modèles classiques, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme je disais, on retrouvera le niveau d'équilibre d'avant la crise. Alors que dans le modèle d'agent qu'on a proposé, au contraire, il faut se méfier parce que si le choc est trop important, on ne reviendra jamais au niveau d'avant la crise. Donc ce modèle d'agent, qui a des tas de défauts, on n'a pas du tout résolu le problème, mais il est très intéressant dans le sens de Mark Buchanan, c'est-à-dire qu'il stimule notre imagination et en particulier, il nous suggère que il y a des choses qui peuvent mal se passer. Donc c'est un outil de prévision, en quelque sorte, qui est qualitatif, mais qui peut être extrêmement utile. D'ailleurs, j'en profite pour dire que notre modèle prédit aussi qu'il y aura de l'inflation après la crise. Bon. Donc c'est sur ce point que je voudrais terminer, c'est que cette simulation numérique et l'idée d'utiliser des modèles d'agents ou des méthodes qu'on utilise depuis longtemps en physique, c'est peut-être le futur de la science économique. En ayant plus de données sur ce que font les gens au quotidien, on arrivera peut-être à avoir d'aussi bons modèles en économie qu'on a des bons modèles en physique, mais c'est probablement pas avant des dizaines d'années. En tout cas, voilà, personnellement, je pense que c'est vraiment une voie très intéressante à poursuivre, et en particulier parce que, comme je vous l'ai dit, même si ces modèles d'agents sont relativement rudimentaires, ce sont des générateurs de scénarios. Ce sont des choses qui nous permettent d'imaginer des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer en l'absence de cet outil numérique. Et le fait de pouvoir imaginer des scénarios de ces signes noirs dont je parlais tout à l'heure, ça me semble très très important. Et donc, comme disait Keynes, il vaut mieux avoir raison, disons avoir une théorie qui est grosso modo qui donne à peu près la bonne réponse, plutôt qu'une théorie qui permet de calculer des chiffres à la 3e décimale, mais qui sont basés sur des hypothèses complètement fausses.
Donc voilà, donc c'est sur ça que je voudrais terminer. J'ai essayé de vous parler de ces crises endogènes, de ces crises sans cause apparente, qui semblent s'expliquer à partir de comportements collectifs que les physiciens connaissent bien et que les économistes peinent encore beaucoup à intégrer dans leur modèle. Et sur ce, je m'arrête et donc